tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver. Pour le mois du Black History Month février, il y a une réduction exceptionnelle sur toute la boutique Grandeur Noire, sur toute la gamme de My Type of Bad Gal, c'est-à-dire le livre. Pour rappel, ce livre, c'est 42 personnages féminins qui ont des parcours très inspirants. Ce livre est fait pour tous les âges, mais bien évidemment pour les plus jeunes, pour pouvoir les inspirer, pour pouvoir les motiver aussi à se dire que eux aussi peuvent faire de grandes réussites, quel que soit leur milieu d'origine ou leur communauté d'origine. Il y a également le coloriage My Type of Bad Gal, pour les enfants en priorité, mais apparemment les adultes aussi l'achètent pour eux. Et il y a aussi le calendrier My Type of Bad Gal, donc 12 mois pour 12 figures exemplaires qui, pareil, sont censés accompagner votre parcours dans l'année en vous inspirant, en vous donnant des modèles de réussite, des modèles brillants, exemplaires, de rigueur, d'intégrité, de persévérance. Voilà. Donc chaque mois, une figure vous est présentée avec un résumé de l'histoire. Et si vous souhaitez avoir l'histoire complète, il faut avoir le livre. Donc voilà, à défaut de pouvoir organiser un événement Grandeur Noire par rapport à la situation actuelle et aux mesures Covid, Grandeur Noire célèbre quand même le Black History Month avec une réduction sur tous ces produits-là. Et je le redis, le bénéfice de ces produits-là permet de compléter la cagnotte, puisque la cagnotte Grandeur Noire, je rappelle, qui finance le documentaire, cette cagnotte ne va pas suffire à répondre à l'ensemble du budget. Donc, pour compenser ce qui va manquer, avec les ventes du livre, du calendrier, du coloriage, eh bien, les bénéfices permettent de financer aussi le documentaire avec la cagnotte. Ça veut dire que quand vous achetez un livre, ben, non seulement vous avez une connaissance supplémentaire, vous gagnez en connaissance, mais en plus, vous participez à financer le documentaire. Dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît, pensez à laisser défiler au moins 2 publicités sur cette vidéo si elle n'est pas démonétisée, de façon à ce que ça puisse me rapporter un petit revenu, parce que j'avais l'habitude d'utiliser les sous YouTube pour les projets Grandeur Noire, notamment les livres, etc., les produits dérivés. Mais aujourd'hui, je suis obligée de m'en servir comme revenu parce que, comme ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai démissionné pour me consacrer à temps plein à la préparation du documentaire. C'est un projet très lourd qui nécessite toute mon attention, tous mes efforts, tout mon temps. Donc, j'ai démissionné et aujourd'hui, je n'ai pas de revenus. Donc, vraiment, à part les dons PayPal et les revenus de YouTube, il n'y a rien d'autre qui me permette de vivre en ce moment. Donc, c'est très important que vous puissiez laisser défiler au moins 2 publicités entièrement sur cette vidéo. Merci. Alors, c'est parti pour le vif du sujet. Matrix, c'est un film, lorsqu'il est sorti en 1999, qui a marqué toute une génération. Et les personnes qui l'ont vu au moment de sa sortie, je pense, ont toutes été impressionnées par les effets spéciaux qui étaient tout à fait nouveaux, notamment le fait de suivre le personnage sur 360 degrés au ralenti. Les spectateurs ont également été impressionnés par les chorégraphies de combat et beaucoup de personnes se sont focalisées sur le côté action, le côté science-fiction, plutôt que sur l'aspect scénario et sur les messages que recèle le scénario. Des messages qui sont parfois tellement profonds, tellement complexes, qu'il faut vraiment regarder le film plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois, pour arriver à décrypter les messages. D'autant que si on le regarde en 1999, on n'a pas les mêmes connaissances que si on le regarde en 2009 ou en 2019 ou aujourd'hui en 2021. L'écrivaine afro-américaine Sophia Stewart
n'est pas à l'origine du scénario ni de Matrix, ni de Terminator. Les personnes qui sont convaincues par cette rumeur fausse, infondée, erronée, que vous n'avez jamais pris le temps de vérifier, toutes ces personnes-là colportent des mensonges. Cette femme est un imposteur, d'accord? Achetez son livre et lisez-le. Il n'y a aucun rapport en fait entre son histoire, le scénario de Matrix ou le scénario de Terminator. Il n'y en a aucun. D'autant plus que son histoire est totalement inintéressante et totalement grotesque et farfelue. Donc en fait, je sais même si un réalisateur était tombé par hasard sur son livre et l'avait lu, je vois pas, artistiquement parlant, je vois pas en quoi ça l'aurait inspiré. Donc peut-être que comme à la fin de son livre, les extraterrestres effectivement disent « We will be back », peut-être qu'elle a pensé que quand Terminator dit « I will be back », on l'avait plagié. Mais hormis ça, il n'y a pas de rapport entre son livre et Terminator. Il n'y a pas de rapport, il y en a zéro avec son livre et Matrix. Zéro. Zéro. Donc, vérifiez les infos, s'il vous plaît, au lieu de vous jeter sur des choses qui sont erronées sur Internet et de les colporter année après année et de renforcer des mensonges. Le scénario de Matrix a été écrit par les frères Wachowski, point. Ils n'ont plagié personne. Ce n'est pas une femme noire qui est à l'origine de ce scénario. Merci. Bon, la mise au point est faite. On peut y aller. Alors Matrix, il faut savoir que je l'ai regardé des centaines de fois, plusieurs centaines de fois. Donc j'ai regardé ce film tellement que je connais les scènes par cœur et que j'ai pu du coup par la suite me concentrer sur des détails auxquels les personnes qui ont vu ce film que une ou deux fois n'auront pas eu le temps de prêter attention. Et en fait, je pense que c'est le fait de l'avoir vu autant de fois qui m'a permis déjà de repérer certains messages et de les décrypter. C'est aussi le fait d'avoir accumulé des connaissances depuis la sortie de ce film et d'avoir observé certaines actualités qui me permet aujourd'hui de faire des liens et de déceler des significations dans ce film. J'attire votre attention sur le fait que ce sont mes interprétations que je vais partager avec vous. En aucun cas, il s'agit d'une encyclopédie de la vérité absolue sur le film Matrix. Alors, je vais commencer sur le message qui concerne la technologie. Tout simplement parce que c'est l'un des messages les plus évidents du film. Je pense que là, il n'y a pas besoin de le voir 3 fois, le film, pour comprendre que la technologie est vraiment au centre du scénario. Et notamment le téléphone. Je pense que chacun d'entre vous qui a vu le film a dû remarquer l'importance, le rôle central accordé au téléphone, alors qu'on est quand même en 1999 concernant sa sortie, et en 1998 concernant son tournage, et des années encore avant concernant l'écriture du scénario. Donc ça veut dire que ce scénario et le fait que les téléphones, notamment téléphones portables, soient mis au centre des vies des personnages, ça a été écrit presque une dizaine d'années avant la création du smartphone. Le smartphone a été créé en 2007 par Steve Jobs. C'est le tout premier smartphone qui permettait de faire autre chose que de simplement téléphoner. Et là, dans ce film, presque 10 ans avant, le téléphone s'utilise déjà comme un smartphone et surtout, il est omniprésent. J'ai compté 17 apparitions de téléphone dans le film et le film dure à peu près 2 heures. Donc, ça fait une moyenne de 5 minutes. Ça veut dire que toutes les 5 minutes du film, on voit un téléphone. C'est énorme. Le téléphone est omniprésent dans Matrix. Est-ce que c'était pour annoncer l'omniprésence du téléphone aujourd'hui dans nos vies? En tous les cas, le film commence par une conversation téléphonique entre Cypher et Trinity. Les premières secondes du film, c'est une tonalité téléphonique et ensuite une conversation téléphonique. Donc le film commence par le téléphone et le film
se ponctue avec le téléphone, puisque la dernière action qu'on voit de Neo, il est dans une cabine téléphonique, il raccroche. Donc encore une fois, le téléphone est présent. Le téléphone, on remarque aussi que tout au long du film, c'est le point d'entrée et de sortie de la matrice. Et il y a des passages très symboliques qui concernent ce téléphone par rapport à Neo. Par exemple, quand on découvre Neo, eh bien en fait, on est passé par le téléphone pour entrer chez Neo. Donc on découvre le personnage de Neo à travers le téléphone et par la suite, le téléphone aura une autre symbolique. C'est lorsque Neo sera confronté au vide pour la première fois dans le film. Il essaye de fuir des agents et donc il est à son travail. Il essaye de grimper un échafaudage, il n'y arrive pas, mais par contre, il perd son téléphone qui tombe dans le vide. Et ça, je pense que c'est aussi très symbolique, le moment où il perd ce téléphone. Il est déconnecté de la technologie ou de la matrice, il est séparé de la matrice et là, son comportement va changer. C'est-à-dire que lorsque Neo avait ce téléphone, il était en panique, il avait peur des agents, il était également très soumis par rapport à son supérieur hiérarchique, il avait peur de perdre son travail et son confort. Et il perd ce téléphone, donc quelque part il est séparé de la matrice puisque ce téléphone est le point d'entrée et de sortie de la matrice. Il perd ce téléphone et là, la scène suivante, on voit qu'il a gagné en confiance en lui, qu'il arrive à résister face aux agents, il n'a plus l'air impressionné et il en arrive à tenir tête à l'agent Smith au point de faire un doigt d'honneur. Donc c'est comme si la perte de ce téléphone l'avait finalement libéré, renforcé dans sa résistance à la matrice. Autre chose que l'on remarque, je le rappelle encore, nous sommes en 1999 au moment de la sortie du film. Le smartphone, le concept de smartphone n'existe pas. Normalement, le téléphone, il est fait pour téléphoner, c'est tout. On a des contacts, on téléphone, à la limite, on envoie des messages, mais c'est tout. C'est juste pour communiquer. Or là, dans ce film, on se rend compte que le téléphone permet de géolocaliser et permet de voyager puisque les personnages, les résistants qui sont dans la réalité peuvent rentrer dans la matrice grâce au téléphone et sortir de la matrice grâce au téléphone. Donc finalement, le téléphone a un triple emploi, ce qui équivaut déjà à un smartphone, c'est-à-dire un téléphone intelligent qui permet de faire autre chose que de téléphoner. Ensuite, concernant la technologie, on remarque que lorsqu'on découvre Neo, il est tout à fait cerné par des ordinateurs, écrans, claviers, matériel informatique. Il y a cette scène où on le voit du dessus et il est vraiment complètement encerclé en fait. Et moi, en tout cas, je l'interprète comme le fait que notre environnement actuel, effectivement, on est encerclé par la technologie, par les outils informatiques, électroniques. Il y en a de partout. On a tellement d'objets connectés, d'objets intelligents chez nous, dans notre sac, dans notre voiture, que en fait, toute notre vie est cernée par la technologie et très souvent, on en devient même dépendant tellement c'est présent autour de nous. Énormément d'entre nous, c'est notre cas, que ce soit pour les voyages, pour le travail, pour les loisirs ou pour quoi que ce soit. Maintenant, le réflexe, c'est de passer par le téléphone. Donc finalement, le téléphone est devenu notre point d'entrée à énormément de nos activités quotidiennes. Et je pense que ce n'est pas anodin que les réalisateurs nous aient offert cette scène de Neo complètement cerné par la technologie, complètement cerné par les outils électroniques. Pour moi, c'était déjà une symbolique pour annoncer l'hyper-utilisation, l'hyper-abondance, l'hyper-présence de la technologie dans nos vies au fur et à mesure des années. Et dans cette scène qui paraît anodine, non seulement il y a l'abondance de la technologie qui est montrée, qui est annoncée, mais il y a aussi l'addiction. Et c'est exactement ce qui nous arrive à nous aujourd'hui. Nous sommes tous, toutes les personnes qui utilisent la technologie, nous sommes dans une addiction à la technologie. Et je pense que cette scène des réalisateurs où on voit Neo
encerclés par la technologie. Ça annonçait notre état actuel, notre rapport actuel à la technologie. Toujours concernant la technologie, il y a pour moi des petits indices qui sont laissés de façon intentionnelle par les réalisateurs, qui sont presque, on pourrait dire, des prédictions. C'est-à-dire que quand Neo se retrouve dans une cellule à devoir répondre aux agents qui l'ont arrêté à son travail, ils l'interrogent, ils lui présentent un dossier, ils lui font une pression, ils lui font du chantage. La première parole que prononce l'agent Smith: on a l'œil sur vous. Je pense que ce n'est pas anodin. Surtout dans ce film-là, les paroles ont vraiment été écrites avec des doubles, triples, quadruples sens. Et on a l'œil sur vous, sachant que l'agent Smith représente par définition la technologie dans son ensemble, le système informatisé, robotisé, l'intelligence artificielle. En fait, c'est l'intelligence artificielle à l'œil sur vous les humains. C'est comme ça que je le perçois aujourd'hui avec les connaissances que j'ai et avec l'analyse du monde dans lequel on évolue. Donc quand les réalisateurs décident de démarrer cette scène avec la phrase « on a l'œil sur vous », phrase issue de l'agent Smith qui est le symbole, l'incarnation de l'intelligence artificielle, et bien tout simplement, ça prophétise la situation dans laquelle on est actuellement de surveillance partout et de tous nos faits et gestes. Effectivement, aujourd'hui, la technologie a l'œil sur nous. Internet a l'œil sur nous. Que ce soit les smartphones qui enregistrent nos messages, nos conversations, nos déplacements, nos contacts, nos achats, notre emploi du temps, que ce soit les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, TikTok, Instagram et compagnie, qui enregistrent nos centres d'intérêt, nos activités quotidiennes, nos parcours scolaires ou professionnels, nos voyages, nos loisirs, nos relations familiales, nos relations sentimentales. Et au final, il y a une base d'informations sur nous qui existe sur Internet. On ne se rend même pas compte à quel point le système est omniscient à propos de nos vies. Nous n'avons plus du tout d'intimité. Et ça, cette omniscience, ça veut dire que la technologie a l'œil sur nous. Donc cette parole dans cette scène n'est pas anodine. Les frères Wachowski, donc les réalisateurs, ont anticipé cet état de fait dans lequel nous sommes actuellement. Alors un autre aspect dont je souhaite vous parler concernant le film Matrix, c'est l'éveil. L'éveil est un message extrêmement fort du film. Et tout au long du scénario, on va observer un processus de progression qui va du sommeil profond au sommeil superficiel, au réveil et ensuite à l'éveil. Alors la première fois qu'on découvre Neo dans le film, il est endormi. Ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement pour symboliser que Neo n'a pas conscience de la réalité. Il est inconscient, donc il est endormi. Là, c'est pas seulement le premier degré, Neo dort sur son bureau, c'est également au second degré, Neo n'a pas acquis une certaine conscience de la réalité. Il est endormi psychologiquement, intellectuellement, spirituellement. Et donc la première référence au réveil dans le film, c'est cette phrase qui apparaît sur son ordinateur, « Réveille-toi, Neo ». Donc dès les premiers instants du film, on appelle le personnage principal à se réveiller. On alerte le spectateur sur le fait qu'il y a un endormissement, une anesthésie et il faut se réveiller. La deuxième phrase sur l'ordinateur, tu es dans la matrice. Donc là, les réalisateurs, ils n'ont pas le temps, ils vont droit au but, ils annoncent dès le départ, ni à Neo, ni aux téléspectateurs, t'es dans la matrice. Voilà, on est dans le film direct, il n'y a pas de suspense. On sait que le personnage est dans la matrice, mais quand on voit ce premier message concernant la matrice, personne, que ce soit Neo ou les spectateurs, personne ne comprend le message. Personne pour l'instant, à cet instant du film, ne sait ce qu'est la matrice.
La façon dont j'interprète ce message-là, enfin cette symbolique, ça veut dire que vous avez beau annoncer une vérité évidente, vous avez beau annoncer quelque chose de clair, de limpide, de transparent, si les personnes qui reçoivent le message n'ont pas les connaissances pour comprendre le message, pour interpréter le message, votre message sera inutile. Et c'est exactement pour ça que nous sommes souvent indifférents aux lanceurs d'alerte actuels. Il existe tellement de lanceurs d'alerte qui nous donnent des messages directs et flagrants en disant « il se passe ça ». Mais comme on n'a pas les connaissances pour comprendre ce dont ils parlent, ce qu'ils dénoncent, eh bien, on ne réagit pas, on ne prend pas les mesures nécessaires. D'ailleurs, comment réagit Néo face à la vérité qui lui est présentée? Tu es dans la matrice. Comment est-ce qu'il réagit? En essayant de quitter l'écran qui lui présente ça, en appuyant sur les touches du clavier pour essayer de supprimer le message. Selon moi, ça veut bien dire que la diffusion des connaissances, des informations, l'instruction de la population est fondamentale. Une population qui est ignorante ne pourra pas comprendre à quel point elle est manipulée, à quel point elle est endormie, à quel point elle est plongée dans un système qui lui nuit. Donc avant toute lutte, avant tout combat, il est absolument nécessaire d'instruire les personnes qui doivent se libérer. Donc voilà, par rapport à ce message, tu es dans la matrice, tout de suite, le spectateur se demande c'est quoi la matrice, puisque c'est le nom du film, mais en tout cas en 1999, on n'avait jamais entendu ça, on ne savait pas ce que c'était, donc on se demande qu'est-ce que c'est que la matrice. Alors où est la réponse à la question qu'est-ce que la matrice? Tout simplement quand Néo reçoit de la visite, donc des clients, il va chercher un produit illicite qu'il a caché chez lui et il l'a caché où? Dans un livre qui s'intitule Simulacre et simulation. Bien évidemment que ce n'est pas un hasard puisque on découvre tout au long du film que la matrice en fait est un simulacre, est une simulation de réalité. C'est une réalité virtuelle. Et en fait, cette image rapide, elle a énormément de sens. Elle a été placée là par les réalisateurs intentionnellement. Et la page où Néo a caché le produit, eh bien, le chapitre s'intitule Nihilisme. Encore une fois, c'est un choix très réfléchi des réalisateurs. Pourquoi? Parce que le nihilisme, ça désigne quelqu'un qui ne croit en rien. Et c'est le cas de Néo, puisque plus tard, quand Morpheus va lui demander s'il croit en la destinée, Néo va répondre que non. Il ne croit même pas qu'il y a une autre réalité que celle qu'il connaît. Et tout au long du film, il existe énormément d'autres messages subliminaux comme ça. Il y en a tellement, je ne pourrais pas tous les faire, mais le nom de la compagnie où travaille Néo passe furtivement aussi. On voit le nom sur le bâtiment. Ce n'est pas un nom anodin. Le nom de l'hôtel à la fin, l'hôtel où se rend Néo pour sortir de la matrice à la fin, pareil, c'est un nom qui est en rapport direct avec ce qui va se passer dans les scènes suivantes. Donc en fait, quasiment tous les choix de noms, que ce soit les noms de personnages, les noms de lieux, tous ces choix-là sont des indices à chaque fois des réalisateurs sur leurs intentions, les messages du film. Alors, toujours concernant la définition de la matrice, qu'est-ce que c'est? Toujours pour tenter d'aiguiller le spectateur sur ce que ça peut être, les réalisateurs ont fait Néo prononcer une phrase juste après qu'il ait ouvert le livre Simulacre et simulation. Il dit « Il ne t'est jamais arrivé de ne pas savoir si tu es réveillé ou encore endormi. » Néo a cette sensation, cet instinct, je dirais, que ce qu'il vit n'est pas totalement la réalité, mais pourtant, il n'est pas capable d'aller au bout de la réflexion et de mettre véritablement le doigt sur ce qui se passe réellement. Donc, il a cette sensation de doute où des fois, il a une impression, mais son cerveau lui dit autre chose. Et ça, je suis sûre
que les réalisateurs ont placé cette tirade ici pour pointer du doigt le déni, notre déni à nous. C'est-à-dire que bien souvent, lorsqu'on reçoit des informations, on perçoit qu'il y a quelque chose qui cloche. On se dit, c'est bizarre, c'est pas crédible, c'est pas logique. On arrive à percevoir que ce qu'on nous raconte là, c'est insensé, mais pourtant, on arrive à, comment dirais-je, effacer ces doutes en préférant croire la version qui nous est présentée. Je vais prendre un exemple très concret. Les masques qu'on nous oblige tous à porter partout sur la planète, il a été démontré, prouvé scientifiquement que ce n'est pas du tout efficace pour arrêter aucun virus, y compris le corona. Notamment les boîtes de masques jetables que tout le monde achète par millions, où il y a marqué sur les boîtes, il y a indiqué que ça ne protège pas des virus, des bactéries, des infections, etc. Et pourtant, on continue jour après jour de porter ces masques pour pouvoir se préserver d'un virus. C'est totalement aberrant et on le fait quand même. Et on ne se rend pas compte que le pouvoir est entre les mains du nombre, des gens qui sont les plus nombreux. Naturellement, notre cerveau est doté du discernement. Ce discernement est aboli à cause d'un conditionnement, à cause d'un matraquage, à cause de techniques de persuasion. Mais au départ, c'est notre discernement que nous devrions écouter et non pas la propagande. Et donc souvent, quand on remarque que quelque chose cloche, on ne fait pas cet effort de fouiller pour vraiment vérifier si quelque chose cloche, qu'est-ce qui cloche, pourquoi ça cloche. Beaucoup d'entre nous, on préfère se réfugier dans le sommeil, rester dans le confort du sommeil, nier, être dans le déni. Et je pense que c'est exactement ce déni que les réalisateurs ont tenté de mettre en évidence à travers cette phrase de Néo. Est-ce qu'il t'est jamais arrivé de ne pas savoir si tu es endormi ou réveillé? Donc de douter de la réalité qui nous est présentée. Alors pour en revenir au réveil de Néo, il y a quelque chose de très spirituel qui est placé dans le film. Bon, c'est pas la seule chose, c'est pas la seule référence spirituelle, mais celle-là, elle est vraiment mise en évidence. C'est l'eau, le rapport à l'eau. C'est-à-dire que quand Néo rencontre Morpheus pour la première fois, ce qu'on voit de façon évidente, c'est un verre d'eau sur une table. Et comme il n'y a rien d'autre comme objet dans cet environnement-là, on est obligé de remarquer le verre d'eau. D'ailleurs, le verre d'eau apparaît plusieurs fois en premier plan. Donc vraiment, c'est pour marquer l'importance qu'aura l'eau dans le processus de réveil de Néo. Et pourquoi l'eau? Eh bien, tout simplement parce que dans énormément de spiritualités et notamment dans toutes les spiritualités ancestrales africaines, le lien entre le monde du visible et de l'invisible se fait par l'eau, essentiellement. D'ailleurs, jusqu'à nos jours, dans la plupart des spiritualités d'origine africaine, lorsqu'on s'adresse à des défunts, donc qui appartiennent à l'invisible, on va verser de l'eau, du liquide, ça peut être de l'alcool, mais souvent de l'eau, on va verser de l'eau avant de s'adresser à eux. Et donc c'est par rapport à cette référence de l'eau qui représente le lien entre le visible et l'invisible que Néo doit absorber de l'eau pour pouvoir entrer en lien avec un monde qui était jusqu'à présent invisible à ses yeux, c'est-à-dire la réalité. Et d'ailleurs, l'eau est là tout au long du processus du réveil, puisqu'il se réveille dans une poche liquide. Alors, c'est un liquide un peu gluant, mais c'est quand même du liquide, donc forcément, il y a de l'eau. Et lorsqu'il est rejeté par le système, par le cocon qui se vide, pareil, il atterrit dans un bassin d'eau. Donc, quand il ouvre les yeux pour la première fois, qu'il prend conscience de la réalité, qu'il arrive dans la réalité, c'est dans l'eau. Et rappelons-nous aussi que l'eau a une valeur de pureté, de nettoyage.
Donc très souvent, les rituels de purification, c'est souvent aussi ça passe par l'eau. Donc là, pareil, l'utilisation de l'eau par les réalisateurs n'est pas du tout anodine. Alors toujours dans le processus de réveil, il y a une partie très importante qui est à remarquer dans le film. C'est lorsque Neo ouvre les yeux dans le vaisseau, il est récupéré par le vaisseau de Morpheus, il ouvre les yeux et il demande à Morpheus « Pourquoi est-ce que j'ai mal aux yeux ?» Et Morpheus lui répond « Parce que tu ne les as jamais utilisés avant. » Alors au niveau du film, au premier degré, Neo était enfermé dans une poche, les yeux fermés, nourri par intraveineuse. Donc effectivement, il n'a jamais ouvert les yeux, il n'a jamais parlé, il n'a jamais marché, ses muscles sont atrophiés, donc on lui fait une séance d'acupuncture, etc. Donc effectivement, au premier degré, il n'a jamais ouvert les yeux, la lumière lui fait mal. Mais la symbolique derrière ce premier degré, c'est qu'en fait, Neo n'a jamais été exposé à la vérité et à la connaissance. Il a toujours été aveuglé par le mensonge d'une réalité virtuelle, le mensonge d'une simulation où il pensait que ce qui était un rêve était vrai. Donc, le fait de quitter le mensonge et d'arriver vers la connaissance, il est aveuglé, il est ébloui par la vérité. C'est une analogie très profonde et dans beaucoup de sociétés africaines ancestrales, le terme vérité se confond avec le terme connaissance. C'est-à-dire que dans beaucoup de sociétés africaines, ces deux mots, ces deux termes-là, vérité et connaissance, sont les mêmes. Et il y a un troisième terme qui est associé à connaissance et vérité, c'est le terme lumière. Très souvent, dans ces sociétés ancestrales africaines, il y a une véritable association entre l'idée de vérité et l'idée de lumière, l'idée de connaissance et l'idée de lumière. Donc le fait que Neo soit ébloui par la lumière pour la première fois au point d'en avoir mal aux yeux, c'est qu'il est tout simplement ébloui par la vérité. La vérité étant que c'est ça la réalité. Il est arrivé dans la réalité, il a quitté la simulation, il a quitté le mensonge. Et la vérité peut effectivement éblouir, peut faire mal aux yeux la première fois. Et c'est pour ça que certains, en fait, ils commencent à ouvrir les yeux, ils sont éblouis, et bien ils referment les yeux et ils ne les ouvrent plus, ils refusent de les ouvrir parce que ça fait mal. Tandis que si on va au-delà du premier choc, de la première douleur, eh bien, les yeux s'habituent, les yeux s'adaptent et après, on supporte la lumière, on supporte la vérité. On apprend à supporter la vérité, la lumière. Et c'est un travail que tout le monde ne veut pas faire. Il y a des personnes qui commencent à trouver des informations, donc la connaissance. Ça choque et bouleverse tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Ces personnes referment les portes de la connaissance et préfèrent rester dans les ténèbres obscures de l'ignorance parce qu'ils ont peur de la douleur qu'ils ont ressentie la première fois qu'ils ont eu accès à cette vérité, à cette lumière. Ils ne vont pas plus loin. Pour conclure sur l'aspect de l'éveil dans le film, on remarque que quand Morpheus invite Neo à faire le tour du vaisseau, à découvrir l'équipage et finalement à découvrir cette réalité dans laquelle il s'est réveillé, il dit à Neo, tu verras par toi-même. C'est-à-dire que Neo lui pose des questions sur où il est, qu'est-ce qui se passe, et Morpheus l'invite à voir par lui-même, c'est-à-dire à vivre l'expérience lui-même. Et ça aussi, c'est une répartie très importante. Parce que là, on voit bien la différence entre ce que propose Morpheus, c'est-à-dire de se faire sa propre expérience par la vision, par l'ouïe, par des informations qui sont palpables et directes, plutôt que ce que proposait la matrice, c'est-à-dire de croire, d'être aveuglé, d'être dans l'ignorance, de ne pas expérimenter soi-même, mais de passer par ce que la matrice impose comme virtualité. Morpheus propose
un lien à la connaissance qui est direct. On va soi-même se faire sa propre connaissance par l'observation, par l'expérience. Alors que la matrice dit ce qu'il faut savoir, on n'a pas accès en fait au reste. Exactement, j'ai envie de dire, comme certaines religions qui disent voilà la vérité, c'est ce livre-là. Même si vous rencontrez des choses qui vous font vous poser des questions où il n'y a pas d'explication logique, c'est pas grave, il faut croire. C'est ça et point barre. Et là, on est dans la croyance, on n'est pas dans le savoir. Donc, cette tirade, quand il dit Morpheus, quand Morpheus dit à Néo, tu verras par toi-même, elle marque la différence entre savoir et croire. La matrice ne permet que de croire, tandis que Morpheus permet à Néo de savoir, d'être au contact direct de la réalité. Et c'est justement un aspect du film où Néo arrive au paroxysme du réveil, il rentre dans l'éveil. C'est justement quand il est sur le toit, après la scène de l'hélicoptère, il est sur le toit, il a réussi à sauver Morpheus, il a réussi à sauver Trinity. Morpheus lui dit, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Donc il y a une différence entre les données théoriques qu'on nous donne, sur lesquelles on se base, et les données pratiques que nous-mêmes on vit. Là, Néo, à ce moment-là, a fait des choix qui lui ont permis de savoir et non plus de croire. Donc là, il est au maximum de l'éveil puisqu'il sait. Il ne croit plus, il sait. Alors maintenant, je vais parler d'un autre aspect du film qui est très important, l'esclavage. Alors cet esclavage, il s'agit au premier degré dans le film de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les robots, les machines, qui réduisent en esclavage les humains et en plus de façon inconsciente. Ils sont plongés dans un rêve et les machines se servent de ces humains sans que les humains en aient conscience. Donc c'est l'impossibilité totale dans ce cas de figure de se rebeller, de s'évader. Ce qui veut dire qu'on a atteint le système parfait d'esclavage puisqu'il n'y a pas de faille, les esclaves ne peuvent pas sortir de leurs conditions d'esclaves. Le contrôle sera toujours effectif puisque tant que les esclaves ne sont pas conscients d'être des esclaves, il n'y a pas de révolte possible. C'est la meilleure métaphore de notre exploitation actuelle, de notre système actuel. C'est-à-dire qu'actuellement, on nous enferme dans une illusion où on a créé des besoins et pendant qu'on focalise toute notre vie à répondre à ces besoins qui sont illusoires, et bien pendant qu'on court après tous ces besoins-là, on nous exploite. On court après l'argent, un salaire, une situation, etc. Et on passe à côté de l'essentiel de la vie. Et au final, quand on creuse un petit peu, quand on se pose les bonnes questions, on n'est pas si libre que ça. Aujourd'hui, si on réfléchit vraiment, beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, pour ne pas dire tous, nous sommes d'une manière ou d'une autre enchaînés. Pour moi, on est dans cette situation où on est exploité et beaucoup d'entre nous, on n'a pas conscience d'être exploité. Donc forcément, on ne va pas se révolter et forcément, on va continuer de laisser l'oppression prendre le contrôle de plus en plus sur nos vies et les vies de nos enfants. Et pour en revenir au film, l'une des premières scènes qui met en évidence cette exploitation humaine dans laquelle on est nous-mêmes, c'est la scène où Néo arrive en retard au travail. Donc il est convoqué par son supérieur hiérarchique qui lui dit « Chacun de nos employés fait partie d'un tout ». Ce qui veut dire que lorsqu'un employé a un problème, l'entreprise a un problème. Pour moi, c'est une clé, cette phrase-là. Parce que ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes une pièce d'un rouage. Lorsqu'il y a une pièce qui dysfonctionne ou qui cesse de fonctionner, déjà, ça enraye, ça perturbe le rouage. Mais si ce sont énormément de pièces en même temps qui s'arrêtent de fonctionner, le rouage ne peut plus fonctionner non plus. Et là, on a vraiment toute la réflexion des réalisateurs qui nous disent
C'est nous qui alimentons ce système d'exploitation humaine dans lequel nous sommes, ce système d'esclavage mental dans lequel nous sommes. Si nous refusions tous simultanément ce rouage, ce système ne pourrait pas continuer à nous réduire en esclavage et à nous exploiter. Nous sommes plus nombreux. Le rouage a besoin de nous. Lorsqu'il dit, lorsqu'un employé a un problème, l'entreprise a un problème, l'entreprise est plus grande, soi-disant plus importante, plus forte, plus puissante que le petit employé, sauf qu'elle a besoin de ce petit employé. Elle a besoin de tous les petits employés ensemble. Et les employés, comme ils sont isolés les uns des autres, ils ne se rendent pas compte qu'ensemble, s'ils réagissaient tous ensemble, bien oui, c'est eux qui prendraient le contrôle de l'entreprise au final. C'est pas l'entreprise qui les contrôlerait. Je pense que les réalisateurs ont vraiment voulu pousser à ce genre de réflexion avec ce choix de paroles, ce choix de texte dans le film. Alors ensuite, toujours concernant le thème de l'esclavage, Morpheus va définir la matrice de façon explicite cette fois-ci. Ce ne sont plus des petits messages subliminaux. Et là, il dit la matrice est universelle, elle est omniprésente. Et effectivement, quand on regarde notre situation aujourd'hui au XXIe siècle, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun pays au monde qui n'échappe à cette exploitation humaine, à cet esclavage des esprits, au mensonge, à la manipulation. On aura beau prendre des modèles de développement, des modèles de société qui semblent bien fonctionner. Finalement, dans aucun pays du monde, dans aucun gouvernement du monde, nous ne sommes libres. Donc quand dans le film, les réalisateurs font dire à Morpheus, la matrice est universelle, elle est omniprésente, ça veut dire le mensonge, la manipulation sont omniprésents sur Terre. C'est partout, dans tous les pays, dans tous les gouvernements. Et les réalisateurs de Matrix, ils vont carrément donner, énumérer les chaînes qui nous retiennent, qui nous privent de liberté. Donc, ils font dire à Morpheus, tu vois la matrice à chaque fois que tu allumes la télévision, tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église, quand tu paies tes factures. Donc là, les réalisateurs sont plus qu'explicites. C'est direct, frontal, télévision, religion, travail, factures, taxes, etc. Gouvernement. Donc voilà les 4 entités qui nous empêchent, qui nous privent de notre liberté. Que ce soit liberté de penser, de réfléchir, d'agir, liberté de circuler. Voilà. Télévision avec le matraquage et la propagande, avec la circulation aussi, enfin la circulation, même la création de psychoses. Religion avec l'endoctrinement, le fanatisme, le fait de ne pas donner accès à la connaissance directe. Il y a une petite élite qui sait et puis les autres doivent croire ce qu'ils disent. Le travail qui nous oblige, pour la plupart d'entre nous, à nous réveiller le matin pour faire quelque chose qui ne nous passionne pas, qui ne nous intéresse pas. C'est il faut payer les factures, il faut remplir le frigo, il faut payer les études des enfants, donc je fais cette activité. Et ce n'est pas épanouissant. La plupart, hein, pas tout le monde. Certains ont la chance de pratiquer, d'exercer ce qui les passionne vraiment, ce qui les intéresse. Mais combien d'entre nous, sur la population d'un pays ou sur la population de la planète, on se privilège? L'écrasante majorité de la population mondiale est exploitée dans des métiers, dans des activités professionnelles qui ne leur plaisent pas, qui ne leur correspondent pas, qui ne correspondent pas à leurs compétences. Donc, la majorité d'entre nous, nous sommes utilisés par le système professionnel, par le travail. D'où le fait qu'il cite le travail comme faisant partie de la matrice qui nous enferme dans une illusion. Et enfin, les factures.
Parce que facture, ben, souvent, c'est taxes, c'est des choses... On paye pour des choses... On s'est habitué à payer pour ces choses-là, mais ce sont des choses qui devraient être accessibles gratuitement, en fait. Donc, on nous fait payer pour des choses, on s'est habitué à payer ces choses-là, mais les factures, c'est une illusion aussi, pour nous maintenir enchaînés. Tant qu'on aura des factures à payer, on ira travailler, trouver l'argent pour payer ces factures-là. Tant qu'il y aura des taxes et des impôts à payer, on ira travailler. Et c'est là où c'est exactement ce que dénoncent les réalisateurs en disant la matrice, c'est les factures, c'est le travail, c'est la religion, c'est la télévision. Voilà. Ce sont des illusions qu'on place devant nos yeux, qui occupent notre esprit tellement qu'on ne peut plus réfléchir par nous-mêmes et on ne peut plus trouver de solution pour s'évader de cette exploitation, de cet esclavage mondial. Et du coup, Morpheus continue son explication de la matrice en disant « La matrice, c'est ce qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Tu es un esclave néo. Tu es né enchaîné. Le monde est une prison pour ton esprit. La matrice est une illusion. On met quelque chose devant nos yeux, on nous fait croire que c'est ça la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. Et j'emploie bien le verbe croire. On nous fait croire. Parce que quand on se pose certaines questions, quand on fouille, quand on recherche, quand on s'informe correctement et avec rigueur, on se rend compte que derrière cet écran qu'on met devant nos yeux, il y a autre chose qui n'a rien à voir. Ce qui n'a rien à voir, c'est la réalité. Ce qu'on met devant nos yeux, c'est la matrice. Autrement dit, c'est l'illusion. En fait, le mot matrice, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre le concept, vous pouvez le remplacer par illusion. Et ce qui est terrible, c'est que cette phrase, c'est le monde qu'on superpose devant tes yeux pour t'empêcher de voir la vérité. Cette phrase prononcée dans un film de 1999 est toujours valable aujourd'hui, en 2021. C'est terrible. Ça veut dire que malgré tout ce qu'Internet a mis à notre disposition en termes d'information et de moyens, on n'a toujours pas réussi à se libérer du mensonge, à se libérer massivement. On a un outil sur lequel existe la vérité vraie, accessible à tous gratuitement de partout en quelques clics. Et pourtant, la majorité d'entre nous est quand même dans le déni et dans le mensonge et dans l'illusion. Et ceux qui essayent de dénoncer la vérité et de dire en fait vous êtes dans une illusion, la vérité c'est pas ça, complotistes, paranoïaques, persécutés, éliminés, dans l'indifférence la plus totale. J'ai l'impression d'être dans la science-fiction, dans le monde dans lequel je suis. Là actuellement, avec l'histoire du corona, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction tellement ça n'a aucun sens et que personne ne réagit au fait que ça n'ait aucun sens et que ça s'appuie sur absolument rien de réel en fait. L'épidémie du corona n'est pas du tout mortifère parce que une épidémie mortelle, il y en a eu sur Terre, il y en a eu dans certains pays et je peux vous assurer que ça ne ressemble pas au corona dont 95% des gens qui l'attrapent survivent sans séquelles, sans problème en fait. Donc clairement, on n'est pas dans un état d'urgence qui nécessite les mesures actuelles. Je ne dis pas que le virus n'existe pas. Il existe un virus Covid-19 comme il en existe tellement d'autres sur Terre. Ce que je dis, c'est que la gravité qu'on veut lui donner, elle est fictive. Ce n'est pas un virus qui est aussi mortel et aussi contagieux qu'on nous le dit. Alors pour en revenir à l'esclavage, le thème est très explicite dans le film, puisque le mot est prononcé. Morpheus dit à Néo, tu es un esclave Néo. Voilà, le mot esclave, le mot enchaîné, le mot prison, tout ça dans la même tirade. Donc les réalisateurs, clairement, dénoncent l'esclavage moderne, l'esclavage mental. Alors ensuite, il y a une parole très intéressante que Morpheus prononce. Il dit à Néo, nous avons une règle, ne jamais libérer un esprit après un certain âge, c'est dangereux, l'esprit résiste de toutes ses forces. Cette phrase, selon moi, les réalisateurs l'ont insérée à ce moment-là précis,
C'est un message pour nous faire comprendre qu'en fait, il ne faut pas insister avec notre entourage, même si ce sont des proches auxquels on tient et qu'on a envie d'emmener vers la lumière, vers la connaissance, vers la vérité de ce qu'est réellement le monde, on ne peut pas les forcer. C'est un cheminement qui est personnel et au-delà d'un certain âge, quand on a appuyé toute sa vie sur ces mensonges, c'est pas forcément possible de se faire à l'idée qu'il faut repartir à zéro, comme si on ne savait rien, comme un bébé qui vient de naître et qui n'a aucune connaissance. Il faut repartir de zéro connaissance puisque toutes les connaissances qu'on a acquises toute notre vie sont fausses. Ce sont des manipulations pour nous exploiter. Donc, il y a des personnes arrivées à un certain âge, ça va être très difficile pour elles de faire ce chemin inverse d'abandonner toutes les croyances et de faire confiance à des nouvelles connaissances. Donc, je pense que cette phrase s'adresse à nous, aux spectateurs qui la comprennent en tout cas, pour nous éviter d'entrer en conflit en fait avec des esprits qui vont résister et aussi de mettre en danger l'esprit de la personne parce que ça peut être vraiment très déstabilisant. L'image de Néo qui se réveille, qui sort du cocon dans lequel il a dormi toute sa vie, dans lequel il a été baigné dans le mensonge, lorsqu'il se réveille, il voit quoi autour de lui? Des millions d'autres cocons tout autour. Et il est complètement déconnecté de ces cocons. Ces personnes qui sont autour de lui, aussi proches soient-elles physiquement, ces personnes sont déconnectées, elles ne peuvent pas l'entendre, elles ne peuvent pas le comprendre. Il n'aura pas accès à ces personnes, même s'il hurle, même s'il fait de grands gestes, ces personnes qui sont dans les cocons ne vont pas le voir parce qu'elles sont branchées à une illusion. Lorsque Néo est réveillé au milieu de tous ces gens qui sont endormis, ben c'est définitif, il est déconnecté en fait de tous les gens qui sont endormis et ça c'est irréversible. Pour pouvoir de nouveau communiquer avec toutes ces personnes qui sont dans les cocons et qui sont endormies, il va falloir que lui-même se reconnecte à la matrice, donc retourne dans l'univers de mensonges et de manipulation pour avoir accès à eux. Et même en ayant accès à travers la matrice, il ne pourra pas se permettre de leur dire ce qui existe de l'autre côté et les gens ne le croiront pas, ne le comprendront pas parce qu'ils n'ont pas été de l'autre côté. Je trouve que les réalisateurs là ont mis en image ce qui se passe en fait souvent avec nos proches, notamment notre famille, quand nous on acquiert des connaissances qu'ils n'ont pas et qu'on essaie de leur transmettre ces connaissances, de leur dire ce qu'on sait de la réalité, de les réveiller du mensonge et de la manipulation, de la falsification, de tout ce qui est dit de faux dans les médias, à l'école, dans les religions. On essaye de leur transmettre ça, de leur dire que c'est faux. Ces personnes ne nous entendent pas, ne nous comprennent pas. On aura beau hurler, s'énerver, se fâcher avec eux, ça ne déclenchera pas de déclic. C'est quelque chose qui est vraiment un cheminement personnel. Donc je pense que là, à travers cette phrase que dit Morpheus, il parle de libérer. Nous ne libérons pas un esprit après un certain âge, c'est dangereux. Cette phrase, elle résume la relation avec nos proches qui ne sera plus pareille une fois que nous aurons accédé à certaines connaissances, à certaines compréhensions et pas eux. Il y aura cette distance qui sera la même que celle quand Néo est réveillé dans son cocon, il est éveillé, il est conscient de la réalité et il est avec lui autour des gens, il a autour de lui des gens qui sont endormis, qui sont branchés et pour qui il ne peut rien faire. Donc voilà, après, toujours concernant l'esclavage, Morpheus prononce la phrase « Aussi longtemps que la matrice existera, l'humanité ne sera jamais libre ». Si on remplace le mot « matrice » par « illusion » ou « mensonge », aussi longtemps que le mensonge existera, aussi longtemps qu'on vivra dans le mensonge, on ne pourra pas être libre. Ça veut dire que par opposition, ce qui peut nous libérer, c'est la vérité, c'est la connaissance. D'où l'importance et l'urgence aujourd'hui de propager la connaissance. Autant on ne peut pas obliger, forcer, on ne peut pas provoquer le déclic des personnes pour comprendre certaines choses, autant on peut
comme dit Morpheus tout le long du film, on peut montrer la porte, à eux d'ouvrir la porte et de recevoir la lumière du jour, la lumière éclatante et éblouissante. C'est à eux de faire le geste d'ouvrir la porte. Par contre, nous, on peut leur montrer qu'il y a une porte, que c'est pas juste un couloir infini dans lequel ils sont enfermés. Donc, montrer cette porte, c'est quoi? C'est partager sur nos réseaux les connaissances auxquelles nous, on a accès. Parce que quand vous partagez, vous ne forcez pas. Les personnes qui arrivent sur votre compte ou sur votre profil WhatsApp ou peu importe le réseau que vous utilisez pour partager, ces personnes voient l'information, choisissent d'aller plus loin ou d'ignorer. Mais vous avez fait votre part dans le fait d'éteindre l'incendie comme le colibri. Vous avez fait votre part dans le fait d'aider, de guider vers la porte de la connaissance. Alors, toujours en rapport avec le thème de l'esclavage, c'est que toutes les personnes qui refusent la vérité, refusent la connaissance et qui sont dans le déni et qui finalement n'œuvrent pas pour la vérité, toutes ces personnes sont des adversaires de la vérité. Il n'y a pas de juste milieu avec une couleur grise. C'est soit on œuvre pour la vérité, soit on œuvre contre la vérité. Ce sont vraiment deux opposés. Et c'est exactement ce que font comprendre les réalisateurs. Lors de la scène où il y a une simulation dans laquelle Morpheus et Neo sont plongés pour entraîner Neo, dans cette simulation, ils marchent dans la rue. Donc Morpheus et Neo marchent dans la rue. Et à un moment donné, Neo est distrait par une femme qui passe en rouge. Lorsqu'il se retourne, cette femme en rouge s'est transformée en agent Smith. Ce qui veut dire, ce qu'ils nous disent là, les réalisateurs, cette scène est très importante. Elle est fondamentale dans le film. Ça veut dire qu'en fait, toute personne qui n'a pas accès à la connaissance, qui n'a pas compris l'illusion, qui n'a pas compris qu'elle est dans le mensonge, peut être notre ennemi, nous trahir. Quand je dis notre ennemi, c'est l'ennemi des gens qui œuvrent pour diffuser la vérité et pour abolir le mensonge. Et dans cette lutte, clairement, les personnes qui luttent peuvent être mises en danger par des personnes très proches parce que ces personnes sont toujours dans le mensonge, n'ont pas compris les enjeux et donc vont faire des choix, vont commettre des actions qui vont nous mettre en danger. Et en fait, ça, les réalisateurs le manifestent à travers le fait que les agents peuvent s'incarner dans n'importe quel individu lambda. N'importe quel individu qui est toujours branché à la matrice, donc qui est toujours victime de l'illusion, endormi dans le mensonge. Toute personne qui fait partie de cet univers illusoire peut être un agent Smith. Ce qui veut dire en fait que cette personne peut être un pion utilisé par le mensonge contre nous-mêmes et peut nous trahir. C'est flagrant dans l'histoire des leaders africains particulièrement, que ce soit des leaders sur le continent africain, aux États-Unis, dans la Caraïbe, au Brésil, peu importe où. Très souvent, les leaders qui se sont fait attraper, donc capturer, tuer, assassiner, ça a été par la trahison de leurs proches. Parce que ces proches sont sensibles à l'argent, au pouvoir, à des choses en fait qui appartiennent à l'illusion, qui appartiennent à l'exploitation humaine, qui appartiennent en fait à ce mensonge, à cette manipulation. Des choses qui sont factices, mais ces personnes ne se rendent pas compte que c'est factice et qu'il y a des enjeux bien plus essentiels que d'avoir une couronne ou d'avoir le titre de président d'un pays ou d'avoir des millions. Donc voilà, dans cette scène, Morpheus explique très bien que tous ceux qui œuvrent pour maintenir, pour protéger le système de mensonges, ce sont des ennemis, pas nos ennemis personnellement, les ennemis de la vérité. Donc forcément, si nous, on souhaite que la vérité éclate, on va rentrer en conflit à un moment donné avec les actions de ces gens-là. Même si ce sont des personnes à qui on tient,
On ne pourra pas tout leur dire. Je ne dis pas qu'on va rentrer en guerre contre ces personnes, mais on ne pourra plus tout partager avec ces personnes concernant nos projets, nos activités, nos idéaux, nos objectifs. On ne pourra pas se permettre de leur parler de ça parce que déjà ça va créer certainement des tensions, des discussions tendues, mais surtout parce que ce sont des personnes qui ne serait-ce qu'en répétant pourront compromettre nos projets ou compromettre nos situations. Et donc là où les réalisateurs vont encore plus loin, c'est qu'ils nous montrent que même des personnes qui prétendent être débranchées de la matrice, donc des personnes qui prétendent être sorties du mensonge et avoir connaissance de la vérité, même ces personnes-là peuvent être des ennemis. Et c'est le rôle qu'incarne Cypher. Cypher, c'est celui qui a été débranché de la matrice, mais qui regrette le confort du mensonge. Il regrette que Morpheus l'ait débranché, l'ait déconnecté de la matrice, lui ait dit la vérité. La vérité ne lui plaît pas. Aussi libératrice soit-elle, il ne comprend pas cette liberté parce que lui, peut-être, justement, a été attaché trop longtemps à des valeurs superficielles et matérialistes. Donc, à un moment donné, on voit Cypher au restaurant qui apprécie du vin, qui apprécie de la viande, qui apprécie des choses qui sont complètement superflues quand on regarde les vrais enjeux, mais qui, pour lui, sont les plus importantes. Et il souhaite retourner dans le mensonge, donc perdre la mémoire sur la connaissance qu'il a eue par Morpheus et retourner vivre sa vie d'esclave. Retourner tout en sachant qu'il sera exploité par les machines, tout en sachant ça, il préfère être un esclave des machines, mais en tout cas être dans un mensonge où il aura l'impression d'être mieux que dans la réalité. Et toutes les personnes qui trahissent, c'est exactement ce qui se passe pour ces personnes. À chaque fois, elles veulent, d'ailleurs, ils demandent Cypher à revenir dans la matrice en étant un acteur célèbre, en étant riche et célèbre. Donc, toutes les personnes qui trahissent, c'est toujours, ce n'est jamais gratuit, c'est toujours en échange de la fortune, de la gloire ou du pouvoir. Toujours. Donc des notions qui sont totalement factices, qui sont totalement illusoires, mais ces personnes n'ont pas l'ambition de la vérité, ça leur suffit. Et donc je trouve que les réalisateurs mettent cet aspect-là en évidence de façon vraiment brillante à travers ce personnage de Cypher pour nous dire attention, il y aura des gens qui vont prétendre mais qui ne sont pas vos alliés. Ils vont prétendre faire partie de votre équipe qui œuvre pour la vérité. Ce ne sont pas vos alliés. Il y a toujours des petits indices que ces gens-là laissent passer dans leurs paroles, dans leur façon de faire, où on se rend compte que ce sont des gens qui sont encore accrochés à des choses superficielles. Et finalement, on pense que le plus grand adversaire de l'équipe de Morpheus, c'est l'agent Smith. Selon moi, leur plus grand adversaire, le plus dangereux en tout cas, c'est Cypher, parce qu'il est au sein de leur équipe. Donc, il a une vue, il a une vision et une écoute sur tous les plans de l'équipe. Il connaît les cachettes, il connaît les stratégies, les intentions. Il a connaissance de tous les plans. Donc, il peut anticiper, il peut vraiment stopper leurs plans. C'est le seul. Les agents, ils ont un temps de retard à chaque fois. Tandis que Cypher, il est dans le noyau de décision. Il peut saboter les décisions. C'est lui le plus dangereux pour l'équipe de Morpheus. Et d'ailleurs, aussi puissants que soient les agents, et avec tous les moyens qu'ils ont à leur disposition dans la matrice, ils n'ont jamais réussi en plusieurs années à tuer des membres de l'équipe de Morpheus. Tandis que Cypher, en quelques secondes, il tue je ne sais pas combien de membres de l'équipe. Parce qu'il est en position de le faire, parce qu'il est le plus proche. Donc finalement, ce que j'en retire comme message des réalisateurs, c'est qu'il faut se méfier encore plus des personnes qui nous entourent, faire très attention au choix des personnes qui seront au courant de notre stratégie, qui seront vraiment au cœur
de nos informations, de nos décisions. C'est ces personnes-là à qui il faut faire encore plus attention que les adversaires qui sont déclarés et qui sont connus. Tout simplement parce que l'adversaire qui est connu, bien on sait, connaît ses intentions, on peut les contourner ou apprendre à les neutraliser. L'adversaire qu'on ne connaît pas, qu'on ne remarque pas et qu'on prend même pour un allié, eh bien lui, on sera complètement vulnérable face à lui. Et en plus, il va nous prendre par surprise. Il n'y a pas pire dans une guerre que d'être pris par surprise. Donc voilà, toujours sur le thème de l'esclavage, il y a après que Morpheus ait expliqué à Neo en quoi l'exploitation humaine actuelle rend les humains esclaves des machines, après qu'il ait expliqué ça, c'est au tour de l'agent Smith de faire comprendre aux spectateurs que oui, c'est un système qui contrôle totalement. Dans la scène où l'agent Smith fait face à Morpheus, ils ont kidnappé Morpheus, ils lui ont inséré un sérum pour qu'il puisse avouer certaines choses et l'agent Smith s'adresse à lui en tête-à-tête et lui explique quelles sont les intentions du système des machines qui souhaitent contrôler les êtres humains. Et dans ces explications, on remarque déjà un mépris de la population humaine, un grand mépris, mais aussi le fait de se sentir supérieur intellectuellement. Les machines se pensent plus intelligentes que les êtres humains, plus sensées que les êtres humains. Et je pense que c'est exactement ce que croit l'élite qui dirige et qui manipule tous les gouvernements du monde. Actuellement, il y a une élite qui prend les décisions et en fonction des décisions de cette élite, les gouvernements se mettent à agir, à faire des choix, à passer des lois. Cette élite-là doit certainement mépriser l'espèce humaine, en tout cas la population, la masse qui travaille pour elle. Elle doit la mépriser et surtout, elle doit se sentir supérieure au niveau intelligence. Elle doit se sentir certainement supérieure en se disant « mais regardez-les, donnons-leur de la télé-réalité, donnons-leur des réseaux sociaux où ils s'inventent des vies et ces gens-là travaillent pour nous pendant des siècles. » Voilà comment ils doivent nous percevoir et c'est vraiment ce qui ressort du discours de l'agent Smith dans cette scène-là. C'est du mépris, c'est un sentiment de supériorité et c'est une volonté de contrôle absolu. Alors autant aujourd'hui c'est flagrant, encore plus flagrant avec le phénomène du corona puisqu'on voit à quel point on peut être contrôlé massivement, mais en 1999, c'était pas encore visible ou même prévisible. Donc je me demande comment les réalisateurs ont pu prévoir avec autant de précision à quel point l'élite allait nous contrôler. Je me demande comment ils ont anticipé ça. Et d'ailleurs, puisque je fais un parallèle avec le corona, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans cette scène-là où l'agent Smith s'adresse à Morpheus et lui explique les intentions des machines. Matrix, c'est essentiellement un film de science-fiction qui parle d'intelligence artificielle, de robots et de machines. Et dans ce contexte-là, dans cet univers de machines et de robots, eh bien, l'agent Smith nous sort une tirade où il y a les mots virus et antidote. Alors, est-ce que c'est une coïncidence encore? Donc cette histoire de corona qu'on nous balance en 2020, qui est un virus, et l'antidote qui arrive en 2021, le vaccin sauveur, décidément ça fait beaucoup de coïncidences, ça fait beaucoup d'informations dans un film, des informations dont on peut se resservir des années plus tard et qui sont non seulement très pertinentes, mais très révélatrices. En tous les cas, pour conclure sur l'esclavage, ce qu'on constate dans le film, c'est qu'à la fin, Neo détruit l'agent Smith de l'intérieur. Alors c'est imagé bien sûr, donc il plonge dans le corps de l'agent Smith et là, l'agent Smith explose. Selon moi, c'est une métaphore pour nous faire comprendre que ce système actuel de manipulation, de mensonges, d'exploitation humaine, on ne le détruira que de l'intérieur. Comme par exemple ce qui s'est passé avec les actions GameStop. Ce sont des gens de la
population, ces soi-disant personnes qui sont inférieures intellectuellement selon l'élite, eh bien ces personnes se sont organisées à plusieurs millions et ils ont bousillé complètement des instances extrêmement puissantes, des multinationales qui se pensaient justement au-dessus de toute vulnérabilité. Ils l'ont fait. Imaginez si chaque jour de l'année 2021, des gens se fédèrent pour faire tomber des grandes multinationales ou des grands milliardaires qui se croient intouchables et qui font beaucoup de tort à la planète, au pays et aux populations. C'est de l'intérieur qu'on vaincra ce système tyrannique. Et ça, les réalisateurs nous le disaient déjà en 1999 avec cette scène où Neo entre dans l'agent, le fait exploser. Donc voilà mon interprétation concernant l'esclavage. L'esclavage moderne mental, l'exploitation humaine sera vaincue de l'intérieur. Justement en apprenant à connaître bien le système et en l'utilisant, le retournant contre lui-même. Alors je vais terminer cette vidéo avec les choix de Neo. Yep.